Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes, à savoir la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Bienvenue à votre émission préférée dénommée Il fait la faux. Il fait la faux est une émission spéciale destinée à aider la population et à comprendre la philosophie des résidents qui sont au sein de notre nation. Et aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de faire appel à un jeune brave, dynamique, qui aime beaucoup plus la lecture et qui se bat nuit et jour comme il le faut pour que la compétence règne au niveau de cette belle nation. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons essayer de lui donner le micro pour qu'il se présente à vous, nos chers abonnés de la chaîne YouTube ainsi que de la page Facebook. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pouvez-vous vous présenter à nos chers auditeurs et auditrices? Ce serait un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation du docteur Sempara. Et moi, je m'appelle Ibrahim Haïdara. Je suis le président du club des lecteurs du regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation. Et je suis détenteur d'une licence en assurance banque et finance. Donc, je suis banquier de formation. C'est un plaisir pour moi d'être là pour, comme l'a dit le docteur, pour parler de la lecture, pour parler de l'excellence et plus particulièrement pour parler du club des lecteurs du regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation, dont je suis le président. Merci, monsieur Haïdara d'avoir accepté notre invitation à l'émission I fait la fort. Ici aujourd'hui, nous voyons l'existence d'un jeune club tant engagé et déterminé pour la culture de l'excellence, pour l'amélioration de la qualité de la lecture des jeunes universitaires. À ce titre, nous sommes attirés et nous sommes impressionnés. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de faire appel à ce jeune financier dans le domaine bancaire pour qu'il nous explique un peu la raison fondamentale de la mise en place de ce club. Monsieur Haïdara, monsieur le président du club des lecteurs, quelles sont les raisons fondamentales qui vous ont poussé vraiment à mettre en place ce club des lecteurs au sein du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation? Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est une excellente question. Et néanmoins, je l'ai toujours dit, pour parler du club des lecteurs du regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation, je pense qu'il faut inéluctablement parler du regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation en question. Alors en cela, le regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation est une association à but non lucratif qui œuvre dans le domaine de l'éducation, surtout en comptabilité, en mathématiques financières et en économie, pour aider les jeunes qui n'ont pas peut-être la capacité financière de financer des cours, pour aider les aider à affronter leur épreuve au baccalauréat. Donc c'est en cela que nous avons créé le regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation. Maintenant, nous sommes des jeunes enseignants qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. Mais nous pensons que lorsque tu veux instruire les jeunes frères, lorsque tu veux aider une nation, il faut être muni de ce qu'on appelle la compétence. Et pour avoir la compétence, je pense que les moyens sont divers, les moyens sont nombreux. Et nous pensons justement que la lecture est un des moyens très efficaces pour permettre à tout le monde d'avoir une certaine excellence. Donc c'est en cela que nous avons créé le club des lecteurs du regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation. Merci d'avoir répondu à cette question. Vous avez parlé du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Quelles sont les activités essentielles que vous menez au sein de ce regroupement des jeunes? Au sein du regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation, je pense qu'il faut mettre un accent particulier sur l'enseignement, en comptabilité, en mathématiques financières et en économie. Et en plus de cela, je pense que le regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation est a surtout, je pense, la notoriété d'organiser les débats, je pense, des concerts avec l'entreprise d'appui et des conseils
parce que je pense que tout cela ne serait disponible pour les clubs de lecteurs du regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation, ainsi que pour les regroupements en question sans l'appui de l'entreprise d'appui et de conseil. Donc nous organisons des débats, nous faisons des concours en art oratoire, nous faisons des concours d'éloquence, nous faisons beaucoup de choses qui ne sauraient être dites tout de suite. Merci pour cet éclaircissement. Maintenant, la question fondamentale que je m'en vais vous poser, mais avec toutes ces activités, était-il nécessaire de mettre en place un club uniquement pour la lecture? Nous pensons que c'est une obligation. C'est une obligation. Nous pensons même que c'est une obligation. Au-delà d'une passion, nous pensons que c'est vraiment par la lecture que les gens apprennent à se connaître eux-mêmes, que les gens apprennent sur la vie des autres. Par exemple, je pense que nous sommes, avant d'être fils d'une nation, nous sommes aussi fils de l'humanité. Donc nous avons l'obligation d'apprendre sur nous-mêmes, d'apprendre sur les autres, d'apprendre sur notre pays, d'apprendre sur l'humanité. Et je pense que la lecture est le meilleur moyen pour le faire. Par exemple, lorsque tu lis quelqu'un qui n'est même pas de ce pays, par exemple Voltaire, lorsque tu lis sur Voltaire, tu apprends énormément de choses sur son pays. Lorsque tu lis Amadou Ampateba, n'étant pas malien, tu apprends sur le Mali, tu connais la culture du Mali et tu apprends sur, je pense, la culture pelle. Et c'est cela qui fait la beauté de la lecture. Et nous pensons justement que c'est une obligation pour tout le monde, aussi pour des raisons, pour d'autres raisons. La raison fondamentale est que la lecture nous permet d'engager une conversation avec les esprits compétents qui ne sont même pas encore là. Et moi, je parle d'Amadou Ampateba tout de suite. Je peux aussi évoquer le cas de Yasmina Kadra que moi j'aime énormément. Lorsque je lis Yasmina Kadra, c'est une façon de pénétrer ses pensées profondes. Et lorsque je lis Aimé Césaire ou bien Léopold Sédar Senghor, c'est une façon d'avoir une conversation avec Senghor. Et ça me permet justement d'avoir une idée sur les schémas de pensée de Senghor. Et ça, Senghor n'a même pas besoin d'être là pour que je puisse, en tout cas, pénétrer ses pensées. Et ça, c'est vraiment la lecture qui le permet. Et aujourd'hui, par exemple, le docteur Sempara, qui œuvre plusieurs années, depuis, je pense, 6 ans ou 7 ans dans le domaine de l'éducation, et qui est docteur en sciences de gestion, qui a une expérience. Et je pense que pour mettre cette expérience-là, sa vision pour les Mali, je pense les perspectives qu'il faut peut-être adopter pour pouvoir développer les Mali. Mais chez Dr Sempara P, tout simplement décidé d'écrire un livre. Et ce livre-là, au-delà de cette génération, va permettre aux futures générations d'être éclairées sur les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que l'autre fois, quand j'ai regardé des vidéos sur Facebook, je suis tombé sur une vidéo un homme qui plairait lorsqu'il raconte ce qu'il a vécu. Et l'homme a dit ceci, il ne voulait pas écrire. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que c'est une obligation. Pourquoi? Parce que les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui, demain les jeunes peuvent rencontrer ces problèmes. Donc c'est une façon d'aider les jeunes à traverser ces difficultés-là, à débrider leurs abcès lorsqu'ils seront confrontés à ces problèmes. Donc c'est en cela que j'ai dit, c'est vraiment la lecture qui permet justement d'aider cette génération et aussi pour aider les futures générations. Donc c'est une obligation. Maintenant, croyez-vous concrètement que la mise en place de ce club contribue à améliorer la performance individuelle des membres du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation? Nous pensons qu'au-delà des membres du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation, et moi j'ai eu la chance de le dire plusieurs fois, et je pense que nos activités touchent des gens qui ne sont pas dans les regroupements. Parce que lorsque nous avons commencé, bien évidemment, nous avons commencé avec les membres du regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation. Mais à un moment donné, nous nous sommes dit, mais s'il faut développer les Mali, s'il faut aider pour que les Mali puissent sortir de ce sous-développement, je pense que les membres du regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation ne sont pas les seuls à pouvoir le faire. Et je pense que ça, c'est même... ce n'est pas honnête que de vouloir cela. Nous, on ne veut pas ça. On veut que tout le monde soit impliqué. C'est parce que l'union fait la force. Et aujourd'hui, je pense que le résultat est là. Et si nous avons, je pense, trouvé des jeunes qui ont exposé au sein de notre club, qui ne sont pas du regroupement, et qui ont envie de refaire leur exposé, cela veut dire que ça a été
une réussite. Et je pense que cette réussite ne va pas s'arrêter là. Nous comptons toujours encore et encore attirer d'autres jeunes pour justement atteindre les objectifs qui nous sont fixés, à savoir l'excellence au niveau individuel et le développement au niveau de la nation. Bien, parlant de ce club, quelles sont les activités que vous avez entamées? Quelles sont voilà, les actions que vous avez posées? Bon, et je pense pour le moment, nous avons exposé des livres. Nous comptons peut-être dans un futur proche, faire des débats contradictoires. Mais pour le moment, nous avons fait des exposés. Et l'exposé consiste à faire quoi? Ça consiste à lire un livre et à venir partager les contenus des livres avec ses amis. Et je pense que ça aussi, il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Parce que lorsqu'on lit, et chacun a sa façon de lire, bien sûr. Et dans sa façon de lire, il peut avoir peut-être des divergences avec les autres. Il peut aussi avoir peut-être des carences. Et ces carences-là, pour pouvoir les surmonter, les supplanter, on a besoin des autres parce que l'homme ne peut pas se juger soi-même. Et je pense que les autres peuvent toujours contribuer à l'émancipation de l'homme en les critiquant. Et je sais que moi, j'appelle critique positive. Donc, je pense que voilà, et ce sont ces activités-là que nous menons. Mais ensemble, je pense, nous sommes dotés de beaucoup de ressources parce que nous avons des jeunes qui sont extrêmement talentés et qui réfléchissent énormément, qui font des analyses pertinentes. Je suis sûr et certain que dans les jours à venir, ces gens-là sauraient échafauder d'autres plans qui vont nous permettre de toujours émerger. Est-ce que vous croyez vraiment à ce projet? Moi, j'y crois fermement et je suis optimiste quant à l'avenir de ces clubs et quant à l'avenir du regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation, quant à l'avenir du Mali et quant à l'avenir de l'Afrique. Je l'ai toujours dit, le développement de l'Afrique est inévitable. Nous allons nous développer. Je pense pas, peut-être que je ne serai pas là, mais en tout cas, il faut poser les pierres qui vont nous permettre d'aimer, de grandir. Et chaque pierre que nous posons aujourd'hui, et je pense que ça va être bénéfique, même si ce n'est pas bénéfique aujourd'hui. Peut-être que c'est bénéfique, on ne les voit pas, mais demain, je pense que nous aurons les résultats escomptés. Donc, ce club va grandir. Maintenant, comment vous organisez ces activités? C'est chaque mois ou chaque jour ou une fois par semaine ou une fois tous les trimestres? Dans les mois, nous le faisons 2 fois. Si aujourd'hui, par exemple, les vendredis de cette semaine, on les fait, donc les vendredis prochains, on ne les fait pas. Donc, on attend les vendredis prochains pour les faire. Mais pourquoi ne pas faire voilà, de façon continue chaque semaine, au moins 4 fois par mois? 4 fois par mois. Moi, je pense que c'est une très belle idée. C'est une très belle idée, mais c'est un club récent. On a récemment créé ce club-là. Et les problèmes se posent lorsqu'il faut appeler les gens chaque semaine les vendredis. Parce que les vendredis, c'est un jour ouvrable. Donc, quand on appelle les gens, c'est très, très difficile de les avoir les vendredis. Mais en tout cas, nous pensons que même s'il faut les faire 2 fois dans la semaine, nous, c'est ce que nous voulons. Mais sauf qu'il y a des contraintes par rapport à ça. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous grandissons, nous allons pouvoir atteindre cet objectif. Aussi parce que nous sommes dans un pays où il est très très compliqué d'attirer les gens parce que les gens n'aiment pas trop la lecture, il faut les reconnaître. Mais je pense qu'avec la sensibilisation, nous allons pouvoir y arriver. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens les jeunes maliens commencent vraiment à être amoureux de la formation, du développement, tout. Donc quand on regarde la vie des gens qui lisent, la façon dont ils s'expriment, la façon dont ils arrivent à influencer sur leur environnement, peut-être que celui qui ne lit pas va se dire, et si je fais ça, peut-être je serai plus respecté, je serai un responsable, je serai peut-être réaliser ce que celui-là est en train de faire. Je pense que par ça, nous allons pouvoir assurer l'émancipation des jeunes et les attirer. Comment les activités sont-elles organisées? Quand vous faites la lecture, comment vous organisez? L'équipe, qui fait quoi? Et qui est chargé d'exécuter quoi? Comment vous pouvez nous relater un peu comment vous procédez à l'organisation? Parce qu'on voit d'autres disent ce sont les policiers, ce sont les grammairiens, etc. Parle-nous un peu de ça. Alors, dans toute chose, je pense qu'il y a une organisation. Et l'exposé ne saurait faire exception à cette réalité. Donc nous nous organisons bien sûr, vous l'aurez constaté. Il y a ce qu'on appelle les grammairiens, il y a aussi les policiers,
il y a aussi les modérateurs. Dans toutes choses, il y a les modérateurs qui modèrent, qui donnent la parole aux gens. Donc les policiers, quel est son rôle? Il s'agit de détecter ce qu'on appelle peut-être les sémères de troubles. Peut-être on les appelle de façon excessive les vagabonds qui parlent dans la salle et qui empêchent les gens de se concentrer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui obère à la compréhension des choses. Parce que lorsque vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est pour cette raison que le policier est là justement pour faire que la paix règne, pour faire que le silence règne, pour faire que l'écoute soit au rendez-vous et pour punir en conséquence celles et ceux qui ne se soumettent pas à ces règles-là. Et les modérateurs donnent la parole et les grammairiens justement il est là pour détecter quelques fautes parce que même quand nous parlons en français, en Soraï par exemple, moi je suis Soraï, quand je parle en Soraï, je peux commettre des fautes. Et lorsque les Bambara parlent en Bambara, ils peuvent commettre des fautes. Les Perles il peut commettre des fautes. En plus forte raison quand nous nous exprimons dans une langue étrangère. Et lorsqu'on les fait, je pense que nous commettons inévitablement des fautes. Donc il s'agit pour les grammairiens de détecter quelques fautes et de dire, voilà, nous avons si d'initier telle ou telle faute. C'est de cette manière qu'il faut formuler les choses, sans appeler, sans dire le nom de la personne qui l'aurait exprimé. Parce qu'on ne peut pas dire que celui-là a commis une faute. Non, on dit que telle chose a été dite. Il n'en est pas ainsi. Il fallait construire la phrase de cette manière-là. Donc je pense que ce sont ces rôles-là qui sont assignés aux grammairiens, aux modérateurs ainsi qu'aux Mais quelles sont les sanctions prévues pour les perturbateurs? Ou vous n'avez pas songé à mettre en place, voilà. Ça relève peut-être du policier. C'est à lui de choisir. Il peut dire par exemple que chacun doit payer peut-être 2 paquets de bonbons, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est à lui de peut-être mesurer la gravité de leur faute et de les sanctionner en conséquence. Maintenant, est-ce que avez-vous l'architecture d'un exposé propre à votre club? Est-ce que vous avez un plan que vous soumettez aux exposants pour que la communication soit de plus en plus efficace? Bien évidemment, je pense que nous nous contentons justement du plan qui est généralement accepté. Lorsqu'on doit exposer un livre, je pense, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle la contextualisation. Ça, c'est vraiment pour parler du plan d'une façon exhaustive. Il y a la contextualisation. La contextualisation, ça consiste à faire quoi? À contextualiser les sujets. Par exemple, un auteur peut écrire pour justement dans les contextes d'une guerre, pour dire que moi je suis contre cette guerre. Je pense que c'est de cette manière qu'il faut raisonner. Par exemple, il y a des gens qui peuvent écrire pour justement dire que la démocratie est en train d'être ébranlée. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Pour développer, pour, je pense, asseoir une nation digne de son nom, il faut aussi la démocratie. Il y a des gens qui peuvent écrire dans ces contextes-là. Il y a des gens qui peuvent écrire, par exemple, lorsqu'il y a eu la crise de 1929. Il y a énormément eu des auteurs qui ont écrit dans ces contextes. Donc, il convient, au niveau de la contextualisation, de mettre en exergue l'esprit dans lequel l'auteur il a écrit son livre. Ça, c'est la contextualisation. Donc, après la contextualisation, il faut parler de l'auteur. Parce qu'on ne peut pas venir dire que voilà, on parle de tel ou tel livre sans mettre en exergue ou bien sans expliquer aux gens ce qu'est la personne réellement qui a écrit le livre. Donc, il faut parler de l'auteur. C'est là qu'on parle de la biographie de l'auteur. Il est né où? Voilà, telle ou telle chose. Donc, après avoir parlé de la biographie de l'auteur, il faut parler de la bibliographie. Par exemple, lorsqu'un auteur écrit, peut-être que ce n'est pas ce livre-là qui fait l'objet de l'exposé qu'il a écrit. Ce n'est pas seulement ce livre. Il a écrit d'autres livres. Donc, il convient de mettre, de faire sortir ces livres-là. Après la bibliographie de l'auteur, il faut aussi résumer des livres parce qu'il y a des livres qui sont 1000 pages, par exemple. On ne peut pas tout dire. Donc, c'est 15 ou 20 minutes comme ça. Donc, il convient je ne sais pas, de résumer l'essentiel pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent. Donc, après avoir résumé les livres, qu'est-ce qu'on fait? On doit aussi faire ce qu'on appelle l'étude thématique. Par exemple, dans un livre, vous allez voir, surtout dans les romans, vous allez voir peut-être l'auteur va parler de plusieurs thèmes, sans dire, je suis en train de parler de tel ou tel thème. Il ne le dit pas dans les livres, mais c'est au lecteur d'analyser, de savoir ce dont l'auteur parle dans ses livres. Par exemple, il y a des livres dans lesquels on parle les idées essentielles, quoi. Les thèmes. Les thèmes, c'est surtout lorsqu'on parle, par exemple, quand vous lisez une histoire. Par exemple, il y a des gens qui écrivent l'histoire de quelqu'un. Et dans cette histoire-là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler amour. Il y a quelque chose qu'on peut appeler trahison. Il y a quelque chose qu'on peut appeler solidarité. Par exemple, il y a un livre que nous allons exposer
je profite de l'occasion pour inviter tout le monde. Mhm. Nous allons exposer ces livres-là le vendredi prochain. Et l'exposant est notre frère Yorodia. 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 Mhm. Ces livres-là, c'est lui de Seydou Badian Kouyati. Et dans ces livres, Seydou Badian Kouyati parle de beaucoup de choses, surtout la rencontre des cultures. Et quand il parle de la rencontre des cultures, ça c'est un thème qui peut-être on peut en parler. Je pense que ce thème-là c'est un thème très important. On parle aussi du mariage forcé. On parle aussi, je ne sais pas, de la tradition. On parle aussi du respect dans ces livres-là. Donc, je pense que l'étude thématique, c'est de mettre en exergue les thèmes qui sont mis en exergue, mis en relief par l'auteur. Donc, après l'étude thématique, il convient de faire ce qu'on appelle une analyse critique. Et l'analyse critique, c'est quoi? C'est de dire vraiment ce que l'on pense des livres en question. Parce que quand on parle de l'analyse critique, il ne s'agit pas seulement de dire ce qui ne va pas, peut-être ce qui a marché aussi, il faut le dire. L'analyse critique, ça englobe les deux parties, l'appréciation et aussi des critiques, des points sur lesquels l'auteur doit travailler pour justement améliorer son œuvre. Donc dans l'étude thématique, je peux dire que l'auteur il a résolu un problème très important dans la société, mais je pense qu'il aurait pu annoncer cela, il aurait pu dire cela, il aurait pu ajouter cela. Donc c'est ça l'analyse critique. Donc après l'analyse critique, il convient de conclure parce que je pense que dans chaque travail, il y a une conclusion. Lorsque on parle sans conclure ou bien on écrit sans conclure, je pense que c'est comme s'aimer sans récolter. Il faut récolter lorsqu'on cultive. Donc on conclut. La conclusion, c'est comme la dissertation. On peut-être revient sur les points essentiels et on donne son point de vue. Mais est-ce que généralement ceux qui participent à ces exposés arrivent à s'améliorer au fur et à mesure qu'ils avancent dans le temps? Est-ce que vous sentez une amélioration concrètement chez eux? Oui, je pense que la véritable amélioration de l'être humain, c'est d'abord la confiance. Lorsque tu arrives à avoir la confiance, à faire une première fois, je pense que ça, c'est déjà un pas très important. Parce que toutes les personnes qui ont exposé au sein du club l'ont affirmé d'une façon ou d'une autre qu'elles sont prêtes aujourd'hui à réexposer. Donc cela veut dire qu'il y a de quoi s'extasier. Cela veut dire que la confiance, elle est là. Et moi, je pense que lorsque un homme est confiant pour justement réaliser ses rêves, je pense que même les montagnes seront... il peut même soulever les montagnes. Ça, c'est pour parler métaphoriquement, bien sûr. Mais il est capable de faire beaucoup de choses lorsqu'on a la confiance. Et notre club a si instillé la confiance en beaucoup de gens. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Maintenant, quelles sont vos visions futures par rapport pour au club? Alors, je pense que nos visions futures sont nombreuses et importantes. Nous avons envie de créer un club solide, un club qui ne va pas fermer les portes aux autres, un club qui va justement participer à l'émancipation de la femme. Même si je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont privilégiées, les femmes ont beaucoup de choses, mais je pense que l'essentiel, c'est d'attirer beaucoup de femmes et de leur permettre de justement de venir prendre la parole et d'accroître leur confiance. Et c'est cela. Et nous pensons qu'avec ce club-là, nous allons pouvoir justement même appuyer un peu la démocratie malienne. Parce qu'il faut connaître les choses pour pouvoir participer à l'édification nationale. Et lorsqu'on lit, lorsqu'on va faire de ce club-là, les maires du club des lecteurs, peut-être, et je pense que c'est une façon de servir notre pays. Et nous avons énormément de chance. Et la chance que nous avons, que les autres n'ont pas, c'est l'entreprise d'appui et de conseil. Une entreprise qui est là justement qui peut aider les autres. Mais avec cette entreprise-là, je pense que nous allons aller très loin et nous allons pouvoir créer la différence. Ok. Maintenant, quel message avez-vous concrètement lancé auprès de cette jeune génération pour que cette génération voilà, ait l'idée au moins d'intégrer votre club afin de tendre toujours vers l'excellence? Alors, je pense que peut-être je vais surprendre beaucoup de gens, mais
un message que je pense, ça c'est ancré en moi en fait. C'est quelque chose que j'ai toujours, que j'ai toujours pensé. Peut-être j'ai pas eu l'occasion de le dire chaque fois. Mais je pense que la jeunesse malienne aujourd'hui a un problème très important. Et quand je dis important, c'est pour dire que le problème il est très grave. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens qui se forment en développement personnel, en prise de parole en public. Les gens veulent parler. Moi, je pense que la parole est très importante. Mais pour parler, il faut savoir ce que l'on dit. Tout à fait. Donc, c'est en cela que j'ai dit, il faut faire inévitablement attention. Vous pouvez apprendre à parler, mais il faut avoir les bons mots. Il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir les compétences. C'est en cela que ce qu'on dit est en mesure de servir les gens. Donc moi, je pense que la meilleure manière de parler et de dire quelque chose de fructueux, c'est d'abord la lecture. Donc, j'invite surtout les jeunes à lire encore et encore pour pouvoir justement alourdir leur bagage intellectuel. La lecture, au-delà d'une passion, je pense que la lecture est une thérapie. Ne cessez jamais de lire. Lisez énormément. Donc c'est ce que j'ai à dire, les messages que j'ai à lancer aux jeunes qui nous regardent. Bien, merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Sympavision. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les jeunes universitaires en général et en particulier ceux qui veulent améliorer leurs capacités soient imprégnés de l'existence de ce club des lecteurs du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Faites le maximum de partage possible et de commentaires pour que notre invité se rende compte de votre intention et de votre vision par rapport à l'amélioration de ce club, mais aussi par rapport à votre insertion dans ce club. Parce que ce club est ouvert à tous les jeunes qui veulent apprendre à améliorer leurs capacités en matière de communication, mais aussi dans le cadre du développement personnel. Et sans plus tarder, le dernier mot à nos invités de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube. Alors, je leur dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Amadou Ampateba dit que le mot merci est un petit mot, mais on évoque ces mots lorsque on est frappé par quelque chose. Et je pense que sans ceux qui nous suivent sur Facebook, sans nos fans, nous ne sommes en réalité rien. Donc c'est pour cette raison que moi je leur dis continuez. Peut-être que dans les jours à venir, nous aurons l'occasion d'être là pour parler de beaucoup de choses. Et sans vous, nous ne sommes pas grand-chose. Vous êtes notre force. Nous sommes ensemble et ensemble, nous allons développer les Mali. Merci. Sans vous, nous ne sommes rien. Vous êtes notre force. Tels sont les derniers mots du président du club des lecteurs du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Nous réitérons notre sincère remerciement d'avoir accepté d'être sur le plateau de Sympavision. Et sans plus tarder, nous allons lancer un appel auprès de la jeunesse qui veulent réellement apprendre, qui veulent réellement s'imposer avec un leadership de qualité. On leur demande de chercher à voir ce club qui forme tant les jeunes universitaires, ce club qui fait tant la promotion des jeunes talentueux. Nous leur demandons de passer pour faire un tour au sein de ce club. Et sans plus tarder, nous vous rappelons que le vendredi prochain, il y aura un exposé. Et l'exposant, c'est le jeune actif que vous connaissez. Il s'appelle Yorodia, qui a l'habitude de faire des analyses politiques tous les mardis. Et demain, ils seront là. Leur analyse politique sera portée sur quoi? La géopolitique au Mali. La position du Mali, la position géographique du Mali. 2 points. Quel enjeu géopolitique?
mondiaux. Donc il est important que vous partagiez et que vous intégrez ces mouvements pour mieux vous imposer dans le temps. On se donne rendez-vous. À plus.